Mesdames, Messieurs, les richesses de l'Afrique sont au cœur d'un projet mené par la Banque mondiale en collaboration avec l'Union africaine. Celui-ci porte le nom de la carte à 1 milliard de dollars. Un projet créé par le spécialiste Paulo Dessa. Son objectif est très simple, offrir la possibilité aux Africains d'évaluer les richesses de leur sous-sol afin qu'ils puissent en tirer profit. Et c'est à ce niveau que là, le débat se pose. Alors, faut-il un organisme au-dessus des États pour régir ces ressources? Qu'est-ce qui explique cet amour subit de la Banque mondiale pour le continent africain? Et est-ce que les Africains ne peuvent-ils pas gérer eux-mêmes leurs ressources? Autant d'interrogations que suscite ce projet quelques années après son lancement. Pour discuter donc de cette problématique, je reçois donc pour vous deux invités. Hamzat Souleymane, président du mouvement patriotique pour la jeunesse panafricaine. Bonjour. Et merci d'être là. Merci, c'est moi. En face de vous, Josaphat Mondésir Semevo Amadidje, premier ambassadeur du mouvement non offrant CFA. Bonjour et merci également de répondre à notre invitation. Merci. Mesdames, Messieurs, la carte à 1 milliard de dollars pour l'Afrique, est-ce une opportunité? C'est le débat autour donc, duquel on va donc se pencher, mais une transition pour retrouver nos invités. Chers invités, la Banque mondiale a lancé il y a presque 2 ans, ou même plus, une initiative dénommée la carte à 1 milliard de dollars en faveur de l'Afrique. Il s'agit de créer donc un fonds de milliards de dollars pour aider les pays africains riches en ressources minérales à les répertorier et à mieux les gérer en vue d'un développement durable et du bien-être de leur population. Pourquoi quelques années après le lancement donc, de ce projet, ça suscite débat? Josaphat. D'entrée, je vais remercier l'équipe pour l'éminent travail que vous faites pour la sensibilisation des masses. Le mimétisme de la Banque mondiale face à l'enrichissement illicite n'est plus à démontrer parce que nous avons constaté qu'après la quête au trésor de Louis Robert Stevenson et la balkanisation de l'Afrique, c'est encore une fois l'occasion pour les pays occidentaux de dominer nos pays. Simplement parce que les Africains n'ont pas encore compris l'importance que nous sommes dans un monde de dominés et de dominateurs. Et les dominateurs sont toujours à la recherche des moyens essentiels pour dominer les dominés. C'est comme ça que vous percevez voilà. Ce projet de la Banque mondiale. Oui. Hamzat Souleymane, la Banque mondiale veut doter l'Afrique d'1 milliard. En tout cas, c'est un projet qui va durer 10 ans. Et donc, elle veut investir ce milliard sur le continent pour pouvoir répertorier les ressources de l'Afrique. Et pourtant, ça fait débat, ça fait grand bruit. Pourquoi? En fait, vous savez, c'est quand même de l'aide. Comme le disait mon co-débatteur, je tiens déjà à remercier la chaîne pour cet éveil, ce réveil. En fait, c'est le réveil de la conscience. Cette émission-là, c'est une émission qui... Le thème même de l'émission passe inaperçu du point de vue politique. Nous remarquons que ce soit la Banque mondiale qui décide de venir cartographier l'Afrique pour retrouver où se trouve l'or, le diamant, le manganèse, tout ça. Mais quand même, c'est de l'investissement. Déjà, ils viennent avec pas 1 milliard de dollars, comme ils l'ont dit. Ils viennent avec 200 millions de dollars et ils demandent aux pays africains de s'associer pour compenser les 800 restants. Mais les résultats seront versés à qui? Je me pose d'abord cette première question. Et je pense que ça peut être une opportunité pour l'Afrique. Si et seulement si les Africains décident de ce projet-là par eux-mêmes et pour eux-mêmes. S'ils savaient que ce soit la Banque mondiale dont nous connaissons les origines au niveau du staff du conseil d'administration, je pense qu'il y aura des appétits voraces. Et ça risque de nous coûter très cher. N'oubliez pas aussi que là où il y a pétrole, gaz, minerais, ressources, ça peut souvent amener à on va revenir donc aux conséquences tout à l'heure. Josaphat, que dites-vous? Puisque aujourd'hui, c'est de l'investissement, c'est de lourds investissements. Les Africains, c'est vrai, un projet qui doit venir des Africains pour pouvoir leur profiter, mais on n'a pas les moyens.
Effectivement, on n'a pas les moyens de notre politique et il faut laisser la puissance occidentale qui détient les moyens nécessaires nous apporter cet appui. Mais ça ne doit pas émaner de la volonté de cette puissance-là. Mais lorsque les gens réalisent que vous avez ces ressources-là, alors que le continent est toujours classé parmi les plus pauvres, il faut quand même que l'initiative vienne de quelque part, non? L'initiative qui est venue, je l'associe au rapport de Védrine. Ce rapport de Védrine qui dit que l'Afrique appartient à l'Europe et au monde. C'est dans cette idéologie que la Banque mondiale a, le 14 juillet, à l'occasion d'un séminaire en Afrique du Sud, lancé la carte à 1 milliard. C'est juste pour montrer que l'Afrique l'appartient et qu'elle ne doit pas associer l'Afrique dans ses prises de décision. C'est une manière de mettre au-dessus des chefs d'État une autre puissance pour gouverner nos États africains. Sinon, les ressources qui appartiennent à l'Afrique, pour prendre des décisions concernant ces ressources, il faut associer les chefs d'État et les populations. C'est une manière de nous voler encore une fois encore. Une manière de nous voler encore une fois, c'est pourtant une décision qui est prise et conjointement avec l'Union africaine pour répertorier ces ressources-là. Est-ce que vous ne pensez pas que c'est suffisamment représentatif que de vouloir associer les populations à une telle décision? Elles ne comprennent d'ailleurs rien. Justement, elles ne comprennent rien du tout. Parce que moi, à mon avis, c'est d'abord une question d'ordre politique. Pourquoi d'ordre politique? Il apparaît un peu absurde de la part de la Banque mondiale qu'on décide, ils décident à la place de nos chefs d'État. Ça sent une recolonisation économique. Oui, mais puisque l'Union africaine a participé, parce que c'est en collaboration avec l'Union africaine que le projet sera géré. Vous connaissez, franchement, on ne va pas ouvrir le débat de l'Union africaine. On en sait quelque chose. C'est quand même la représentativité, c'est les chefs d'État qui sont là-bas. Je veux vous prendre au mot. L'Union africaine aujourd'hui, sur la scène militaire en Afrique, elle vaut quoi? Mais là, nous sommes dans le domaine des ressources justement, minières. on y en viendra, parce que là déjà, ces gens-là qui ont cet appétit vorace-là, vous vous rendez compte déjà qu'ils sont en train d'implanter des bases militaires partout en Afrique. Le domaine militaire... Pour nous sécuriser la paix, la quiétude. C'est ce qu'on vous fait croire. C'est pour cela que moi, je suis un peu peiné de voir que nos frères qui ont fait de grosses études en Europe, ailleurs, et en Europe, moi, je suis resté, et qui ont de gros diplômes, ne s'intéressent pas à ces genres de débats. Le débat, il est national, il est sous-régional, il est continental. Ceux-là qui ont ces gros diplômes en économie ou qui sont des spécialistes de l'intelligence économique, ils ne disent rien. Quelles propositions ils font à nos chefs d'État? Nous connaissons, excusez-moi, un peu la manière dont les choses se gèrent en Afrique. Il faudra qu'on s'asseye en Afrique et qu'on décide par nous-mêmes et qu'on arrête que ce soit la Banque mondiale ou le Fonds FM, les programmes d'ajustement structurel. On a vu ce que ça a donné. Donc, ce projet-là de la Banque mondiale, là, moi, c'est un projet qui me fait peur pour les années à venir. Pourquoi? J'ai beaucoup de craintes parce qu'ils sont déjà très en avance par rapport au mental même de l'Africain. C'est des gens qui calculent toujours à l'avance. Avant qu'ils ne déclarent quelque chose, c'est qu'ils sont déjà à 40-50% en avance. Hein. Vous n'avez pas le temps de les rattraper. Joseph, est-ce que vous avez également cette crainte? Ma crainte, elle est plus grande parce que c'est une fois encore l'occasion de perpétuer les guerres en Afrique. Parce qu'une population qui s'oppose tout de suite à cette cartographie de ses ressources va se voir opposer une guerre infinie. Quand on se réfère par exemple au Nigeria avec Boko Haram, quand on se réfère un peu partout en Afrique, au Congo et puis en Afrique du Sud, et puis cette volonté de cartographier les ressources minières de l'Afrique, elle émane de la grève des fonctionnaires des mines de l'Afrique du Sud. Parce que eux, au départ, chaque fois, ils opposaient des grèves pour les différentes réformes et pour leur traitement. Mais qu'est-ce qu'il faut faire pour dominer ces personnes-là? La Banque mondiale, elle a réfléchi. Et comme il a dit, elle réfléchit 50 fois plus vite que les Africains. Et elle investit là où il y a ses intérêts. Quant au regard du franc CFA, où la France nous donne peut-être, elle garde 50% de nos avoirs et nous donne 10 francs pour nous dire qu'elle nous apporte de l'aide. C'est le même aspect et le même processus que la Banque mondiale investit. Et c'est un complot international contre l'Afrique.
Et il faudrait que la jeunesse africaine, Non. soit... Est-ce qu'on doit en avoir aussi peur? Non, il faut en avoir peur parce qu'on connaît les résultats de la balkanisation de l'Afrique. Et c'est une balkanisation de nos richesses encore en programmation depuis 2014. Hamzat, est-ce que les Africains sont prêts à gérer seuls, par exemple, ce projet? Si entre-temps vous estimez que ça devrait émaner quand même des gouvernements africains, et si c'était le cas, est-ce que les Africains sont prêts, vu le mode de gouvernance? L'Afrique n'est pas un désert de compétences. Malgré ça, L'Afrique elle est n'est- toujours à la traîne. L'Afrique n'est pas... Elle est à la traîne du fait du politique. Je vous assure, Pas à l'occidental. ce que je vous dis, le politique ne réfléchit pas dans du long terme. Il faut une politique dans du long terme. Les Occidentaux ont une méthodologie de gouvernance mondiale. L'Afrique ne l'a pas. Et c'est la faute à qui? À nos politiques. Très bien. La faute est à nos politiques. À partir de cet Je instant, on ne peut pas gérer ce projet je seul. viens pendant 5 ans. Je suis là, je fais avec, je fais au quotidien en fait. C'est en cela que quelque part, j'apprécie les leaders qui ont une vision. Je viens, je dois faire ça, je quitte là, j'y vais là. Et avec un chronogramme bien défini. Est-ce que l'Union africaine a ce genre de cadres qui ont ce genre de compétences? Ça fait des années qu'on cherche à créer l'armée africaine. On n'y arrive pas. Vous avez dit tout à l'heure que l'Afrique n'est pas un désert de compétences. Voilà, non, vous voulez... Non, justement, je vous le dis parce que le choix politique n'est pas bon. Moi, si je devais donner des conseils, qu'est-ce que je ferais dans ce cas d'espèce? Quand la Banque mondiale vient me voir avec un dossier en disant je veux cartographier, quand même, souffrez que je vous dis, je ne viens pas vous dire là où vous mettez, là où vous devez poser vos matés, là chez vous, à la maison quand même. Nous sommes dans un débat où les Africains doivent se réveiller et dire, ça fait des siècles. La traite négrière, on est venu nous arracher nos enfants, nos pères, nos grands-pères, ils sont partis avec pour aller faire développer d'autres continents. Ils reviennent, ils s'attaquent à nous, ils nous imposent un système de gouvernance politique. D'autres ont échoué, d'autres ont pu réussir. Ils reviennent maintenant, ils veulent s'attaquer à l'économie, en nous disant en même temps, arrêtez de faire beaucoup d'enfants. Écoutez, c'est un programme. Ils ont un programme bien défini, planifié par des experts. Vous savez, en Europe, là, ils ont des écoles spécialisées dans l'offensive économique. C'est-à-dire qu'ils sont là, ils ont déjà calculé depuis des années combien de quantité de sable il y a dans la lagune de Porto-Novo, à quoi ça peut servir, etc., etc. Notre or, vous le voyez sur le continent africain, il est ailleurs. C'est la preuve, voilà une preuve palpable. Nos diamants qu'on arrache au Congo, en Tanzanie, machin. Combien d'Africains vous voyez porter des diamants? Pourtant ça sort de son sol. Le problème il est là. Il faut que nos gouvernants prennent leurs responsabilités. Et surtout, qu'ils aient une feuille de route bien définie qui permette aux Africains, c'est-à-dire nous, comme on dit dans le jargon vulgaire, nous en bas, là, de voix claire. Parce qu'ils sont de connivence aussi parfois avec ceux qui font ce genre de programme. Josaphat, la gouvernance en Afrique permet-elle d'affronter seul ce projet? La gouvernance en l'état actuel en Afrique ne permet pas d'affronter, parce que je l'ai dit il y a quelques mois que les chefs d'État actuels ont trahi le rêve des pères de l'indépendance. Ils ont trahi le rêve des pères de l'indépendance en s'associant à la mafia qui dirige le monde et en réduisant la population africaine au chômage et à l'appauvrissement éternel. Cette classe dirigeante actuelle ne peut pas nous apporter du succès et elle ne peut pas nous apporter de quoi subvenir à nos besoins. Elle ne peut pas apporter d'emploi à la jeunesse, elle ne peut pas apporter d'industrialisation à l'Afrique, elle ne peut pas apporter une croissance économique à l'Afrique. Cette classe dirigeante actuelle. Et qu'est-ce qu'il faut faire face à cela? Il faut tout de suite que la jeunesse africaine se lève comme un seul homme et qu'elle bat la voix, comme Patrice Lumumba le disait. Aujourd'hui ni demain, nous n'aurons cette liberté si nous ne nous révoltons pas. Il faut nous révolter face à cette déclaration. La 4 à 1 milliard, c'est facile à dire. Oui, mais au lieu de se révolter, puisqu'on sait très bien que les ressources doivent au moins d'une manière ou d'une autre participer au développement du continent, oui. Est-ce qu'il faut mettre en place un mécanisme pour contrôler ces experts qui vont venir quand même procéder à ces extractions? D'abord, comme je dis, les chefs d'État actuels, la classe politique actuelle a déjà mordu à la part. Et ces personnes qui ont déjà mordu à la part ne peuvent pas se permettre de mettre en place
des cellules d'experts pour contrôler ce travail-là. Mais il y a des groupes de pression, les sociétés civiles. Vous, par exemple, vous défendez un idéal, le nom au franc CFA, c'est un groupe de pression que vous avez mis en place. Est-ce que de vous, par exemple, on ne peut pas constituer une équipe? On peut constituer une équipe à notre niveau et faire une certaine défense. Au niveau de la jeunesse africaine? Au niveau de la jeunesse africaine. Mais les dirigeants, parce que ça émane d'une décision politique à la fin. Quand vous allez faire le combat et que le politique ne va pas s'immiscer ou faire le combat avec vous, vous ne pourriez pas remporter. Et de là, il faudrait que la jeunesse africaine se mette ensemble pour une révolution afin de contrôler le pouvoir et exercer le pouvoir. Hamzat Souleymane, ce projet aujourd'hui, c'est à la limite irréversible. Plus ou moins. Plus ou moins, pourquoi? Parce qu'il faudra déjà, comme je l'ai dit tantôt, que nos politiques acceptent, mais qu'ils acceptent conformément aux besoins de la masse. On peut pas, je ne peux pas faire votre bonheur. Monsieur Hamilton, non, je ne peux pas venir dire, bon voilà, votre costume là, vous devez le porter comme ça. Non, je vais voir s'il y a 2 poches, s'il y a 3 poches, etc., etc. Les Africains ont un mode de vie. Ils savent que dans leur sol, vous croyez que les Africains ne sont pas conscients de ce qu'il y a dans leur sol? Ils en sont bien conscients. Ah non, mais selon le rapport de la Banque mondiale, c'est qu'il y a immenses ressources, mais ignorées par les Africains. C'est ce que je vous dis. C'est toujours la Banque mondiale. Et ce serait toujours la Banque mondiale si nous ne nous réveillons pas. Mais il y a quand même, reconnaissez quand même qu'il y a de ces pays, en tout cas, répertorier les ressources dont regorge le sous-sol, ça passe quand même par des moyens technologiques. L'Afrique, la plupart n'a pas ça. Je vais vous donner quelques statistiques. Vous savez, le chrome, il est à 80% en Afrique par rapport à la planète. Si vous prenez le platine, il est à 90%. Vous prenez le coltan ou le cobalt, c'est à peu près à 60%. Il y en a plein au Congo. Si vous prenez le bauxite, il est à 30%. L'uranium, il est à peu près à 40%. Tout ça, c'est en Afrique et ça se trouve. Donc il y a un appétit vorace sur lequel ils ne peuvent pas faire autrement. Ils sont obligés de venir. Et pour venir, ils se préparent en avance. Mais c'est ça que quand il y aura des mouvements comme celui de mon frère ou le mien ou quelqu'un d'autre, qui va se lever pour dire non, on n'est pas d'accord. Et ils commencent déjà par implanter des bases. Et vous pensez qu'on a vu, on sait ce que je suis un soldat, j'ai été un soldat, je sais ce que ça vaut, les bases militaires. Et vous voyez la Chine, qui ne fait jamais d'histoire. Elle-même, elle est en train d'implanter sa base à Djibouti. Réfléchissons. Il y a un problème là. Les Africains ne se rendent pas encore compte, je veux dire nos politiques, plus nos politiques, où ils se rendent compte, ils font semblant. Comme il a dit, ils sont peut-être enfermés sur eux-mêmes parce qu'ils sont déjà complices de ce projet-là. Et ils ne veulent rien faire. Donc il va falloir se réveiller et dire non, il faut que ça s'arrête et réfléchir par nous-mêmes. Et je dis, les experts pour ça, ça ne manque pas. Il y a beaucoup qui se révoltent. Vous prenez le cas du franc CFA, il y a d'éminents juristes, d'éminents professeurs d'université qui démontrent par A plus B que le franc CFA, excusez-moi le mot, excusez-moi, chers téléspectateurs, c'est une merde. C'est pas possible qu'on continue à se faire exploiter comme ça. Et pour continuer, la solidité d'une monnaie, c'est d'abord les ressources que vous avez dans votre sol. Nous n'avons pas exploré ces ressources et c'est ce que la Banque mondiale veut aujourd'hui faire. Pourquoi vous pensez que c'est un pillage organisé? Non. Vous savez, le continent africain, il est grand et large. Moi, j'ai eu l'occasion, par la grâce de Dieu, d'en visiter quelques pays. J'ai écouté tout dernièrement le dernier discours du président Paul Kagame qui disait ceci. Il disait, mon peuple, faites-moi confiance. Je ne suis pas de l'ordre de ces dirigeants-là qui se font imposer leur ligne directrice. Moi, je sais ce que je veux, je sais ce qui est bon pour mon pays. Et surtout, comptez sur moi. Personne ne viendra me dicter ce que je dois faire pour vous. Voilà quelqu'un, par exemple, qui a une vision claire, qui sait d'où il vient, ce qu'il a fait et là où il y va. Non, si vous donnez, si vous mettez une monarchie aujourd'hui, ce n'est pas au mandat. Hein? Non. Vous savez, moi, tant qu'il s'agit de questions de développement, excusez-moi, je serai peut-être un peu, vous allez trouver ça peut-être un peu archaïque. Moi, les histoires de renouvellement, mandat, machin, tout ça, c'est Dieu qui donne le pouvoir.
Toute autorité vient de Dieu. Si Dieu vous a fait pour être président du Bénin pendant 20 ans, vous le serez. Par quel miracle, vous ne saurez même pas. Prenez, je vous donne un cas par rapport à mon pays. En 91, le premier ministre de la transition ne devait normalement pas être candidat aux élections présidentielles. Par quel miracle est-il devenu président de la République? Le pouvoir est divin. Sortons de ce... Quand on se met dans des théories, la troisième théorie universelle de Kadhafi, si vous la lisez, vous verrez que le pouvoir, il appartient au peuple. C'est Dieu qui est le peuple que vous voyez là, c'est Dieu en mouvement. Donc on ne peut pas venir nous imposer et nous balkaniser de nouveau à travers nos ressources. J'ai vu un reportage sur l'or africain. Mais allez à la Banque de France. On nous a dit que ça trouvait au 17e sous-sol, je ne sais pas combien. Au 7e sous-sol, excusez-moi. Vous avez... Mais les mots me manquent pour vous exprimer mon état d'âme. Le jour où j'ai vu ce reportage-là, je me dis, mais tout ça là, ça vient de notre sol. Et on n'a même pas des comprimés d'aspirine dans certains contrées. Franchement, c'est révoltant. Et moi, la Banque mondiale, je répète, le projet en lui-même, il n'est pas mauvais. Mais il faut qu'il soit fait par les Africains et pour les Africains. Josaphat Mordesi, vous luttez contre le franc CFA. Voilà, une monnaie qui doit donc se baser sur la puissance d'une monnaie donc, qui doit se baser sur les ressources de ces pays-là. Aujourd'hui, la Banque mondiale initie cet ambitieux projet que vous décriez à la fois. Est-ce que comme ça, vous ne voulez pas d'une chose et son contraire? D'abord, le projet en la forme, il est vicieux. Et je vais partir de deux exemples. Allons-y. Je parle des accords de coopération militaire et de défense que les pays colonisés ont signés avec la France au lendemain de leur indépendance. Ces accords sont disponibles partout. Je vais prendre l'accord de défense du 24 avril 1961. Cet accord dit que les ressources minières, les découvertes sur les territoires colonisés appartiennent à la puissance colonisatrice. C'est contenu dans les accords. Et s'il y a une nouvelle richesse qui est découverte sur un territoire, elle appartient encore à la puissance colonisatrice, même après les indépendances. C'est contenu dans l'accord de défense du 24 avril 1961. Il n'a pas été révisé. Les mots sont les mêmes pour la Côte d'Ivoire, pour le Bénin, pour le Togo, pour le Mali. Un second exemple. Quand on prend le Mali et qu'on sait que le Mali est le pays où il y a la plus grande ressource d'or, en se référant à la loi étalon de la monnaie, si vous avez une grande quantité d'or déposé dans une banque, vous devez avoir la plus grande quantité de monnaie en circulation. Mais la France, qui n'a que ressources, la pluie et la neige, a une grande quantité de monnaie en circulation alors qu'elle n'a pas d'or sur son sous-sol. Quand on prend la Suisse qui n'a pas... Mais elle a réussi quand même à trouver de l'or. Où? Et comment? Quand on prend la Suisse qui n'a pas de l'or sous son sol, elle n'a même pas un gobelet d'orange sous son sous-sol. La Suisse a une monnaie qui rivalise avec l'euro. Où est-ce qu'elle a pu avoir l'or? Alors que le Mali, qui a une grande quantité d'or sous son sous-sol, n'a pas les moyens nécessaires de faire face à la pauvreté de ses populations. Quand on prend le Niger avec son lunarium, qui est aujourd'hui le pays le plus pauvre du monde, quand on se réfère aussi à l'Afrique du Sud, au Congo, au Rwanda, au Kenya, en Tanzanie, on sait un peu ce qui se passe. Donc, en se référant au pacte colonial du 24 avril 1961, vous vous rendez compte que la cartographie des ressources minières de l'Afrique, c'est encore une propriété des puissances occidentales. Vous voulez qu'on laisse ça en l'état? Qu'on laisse ça en l'état et que la nouvelle classe politique dirigeante qui va s'installer... À partir de quand? Bientôt. Ce n'est plus pour 20 ans. C'est bientôt que la nouvelle classe va prendre conscience et va s'installer et qui va dire non. Parce que nous sommes dans un monde de domination. Mais si, à partir de cet instant, tant que les ressources ne sont pas exploitées, le franc CFA n'aura pas de puissance et donc votre combat sera vain. Notre combat ne sera pas vain parce que nous sommes en train de mettre en place les bases solides pour pouvoir affronter l'impérialisme et installer une vraie démocratie dans nos pays. C'est ce que nous voulons faire. Vous pensez qu'il n'y a pas encore de démocratie? Il n'y a pas de démocratie. Et d'abord, aucun pays ne s'est développé sur la base de la démocratie.
Vous voulez la dictature? Pas la dictature, mais une dictature douce. Hitler, avec l'Allemagne, il a fallu la dictature pour que l'Allemagne soit une puissance. Le Vietnam, qui s'est affronté avec les États-Unis, ce petit pays, mais vous voyez, ce n'est pas avec la démocratie. Et il n'y a aucun pays au monde, même les États-Unis ne sont pas développés sur la base de la démocratie. Ils nous imposent des lois qui ne s'appliquent pas à eux-mêmes quand ils sont dans les mêmes conditions. C'est ce que je veux vous dire. Hamzat Suleiman, selon Paulo Dessal, l'initiateur donc de ce projet, par exemple, la mise à jour des ressources du sous-sol africain permettra non seulement leur meilleure exploitation, mais aussi la coopération entre pays voisins dans des projets miniers. Vous ne trouvez pas ça élogieux? Tout ça, c'est du beau français. Ça dit de la manière dont c'est dit là, je ne peux qu'applaudir. Mais dans les faits, la réalité, elle est autre. Le président Houphouët-Boigny disait, vous ne donnerez pas un panier d'arachides à quelqu'un à décortiquer sans qu'il n'envoie de grains dans la bouche. Vous pensez qu'ils viendront déjà en 1979, sous la Révolution, ici béninoise, quand on a découvert le pétrole ici, à Sémé, on nous a dit que le coût total, extraction faite, revenait à 63 milliards de francs par an. Et sur les 63 milliards, il n'y avait que 3 milliards qui rentraient dans les caisses de l'État béninois. Le reste, qui l'emporte? Ceux-là qui font ces études dont nous parlons, et qui viennent, parce qu'ils sont en avance, je vais vous dire pourquoi ils sont en avance. Ils ont déjà créé une société qu'on appelle la SGI, la SIG, la Société d'informatique géographique. Ils sont en train de fabriquer toutes sortes de scanners. D'abord, je prends le cas de l'Égypte. Heureusement que les autorités égyptiennes ont l'œil. Sinon, la plupart comment j'appelle ça, tout ce qui est porcelaine, tout ce qui est trésor antique au niveau de l'Égypte serait déjà passé dans des avions et serait déjà parti. C'est avec des scanners qu'ils retrouvent les tombes de Toutankhamon, des machines de ceci. C'est de la même manière, ils viendront cartographier l'or, le diamant, le manganèse, le coltan, etc. En quoi cela va déranger le bon voisinage entre États, surtout l'État minier? Si par exemple l'uranium se trouve entre le Bénin et le Niger, pays frontaliers, ils seront donc obligés de coopérer pour pouvoir l'exploiter. Je prends déjà le cas des guerres entre États en Afrique. Le Congo, je prends le cas du Congo plus particulièrement, la RDC. Vous voyez, on dit, ah oui, ce sont les milices Maïmaï, ce sont les milices ici. Ah, ils viennent du Rwanda, ils viennent du... Mais ils viennent du Rwanda, ils viennent de l'Angola. Qui arme ces gens-là? Qui sont ceux qui, militairement, arment ces gens-là pour attaquer un pays comme le Congo? Réfléchissons, le problème, il est là. Aujourd'hui, ils se cachent, ils sont... Écoutez, ils sont tapis dans l'ombre et ils tirent des ficelles. Mais avec ce projet-là, on n'est plus dans l'ombre. Là, c'est du face-à-face. On vient, voilà, et on veut installer, l'or du perma, et voilà ce qui va vous revenir, et point. C'est fini, et vous vous taisez. Parce que d'abord, vous n'avez pas la capacité de vous défendre. C'est-à-dire, vous n'avez pas les moyens militaires conséquents pour faire face à leur réaction. De deux, politiquement parlant, ils ont des experts pour foutre le bordel à n'importe quel moment. Je sais de quoi je vous parle. Hein. Ils sont spécialisés. Et pour emmerder, regardez quand le Nigeria à côté a commencé à prendre son envol il y a quelques années, 2-3 ans. Le Nigeria est parti en flèche, a même talonné l'Angola et monté de... Qu'est-ce qu'il fait lui? Il est en train de monter là rapidement. Et on trouve un phénomène de Boko Haram. Ils viennent, ils en mettent tout le monde. Et ça commence à chuter. La monnaie chute, le PIB chute, tout chute. Et le pays, quand le pays commence à dandiner, là, ils sont là pour dire, ah ben, écoutez, on peut venir en aide. Et ils vous proposent des solutions, mais graves. Je ne sais pas si vous avez entendu parler des fonds vautours. Non. Mais c'est un simple, voilà, c'est une forme de recolonisation monétaire de l'Afrique. Ça, là, c'est pour s'accaparer de nos richesses. Si les Africains ne décident pas de se réveiller et de prendre par eux-mêmes les taureaux par les cornes. Vous exprimez plus de crainte que le projet ne le suscite. De toutes les façons, on est dans sa phase d'exécution. On verra ce que ça va donner à la longue.
Mais la cohabitation entre États miniers, est-ce que vous ne trouvez pas ça quand même comme une bonne chose? C'est une très bonne chose, mais les résultats, les fruits issus de cette coopération, ce ne sont pas les pays qui en bénéficient. Quand on prend l'uranium, par exemple, qui traverse le Bénin jusqu'à un pays X, le Bénin ne gagne rien dedans. Le Bénin ne gagne C'est juste un pays de transit. Mais quand vous prenez par exemple le Soudan, aujourd'hui divisé, le Soudan du Sud et le Soudan du Nord. Non, normalement, nous sommes exposés à un risque très élevé, où les populations au bord des avoirs inhalent les effets toxiques de l'uranium. Mais dans les pays sérieux, ils devaient être dédommagés. Quand on prend le cas où l'uranium s'est déversé sur le caveau d'Assa, mais ces populations devaient être dédommagées. Donc, ce n'est pas une bonne cohabitation. Ce n'est pas une bonne cohabitation. Donc, il ne faut pas rentrer dans ce jeu de cohabitation. Et puis, quand on veut se référer, par exemple, au cas de la Syrie, avec le gaz, qui a causé la guerre en Syrie, où on a proposé à la Syrie, dans un reportage sur France Télévisions, qui propose 30% à la Syrie et puis 70% à la France. Mais lorsque le président Bachar a refusé, il a dit, bon, ce n'est pas un gâteau qu'il faut partager. On lui a fait la guerre. C'est exactement la même chose. Quand au Nigeria ou au Bénin, on va découvrir par exemple du pétrole, où on vous dit que vous aurez peut-être 10% dans le pétrole qu'on a découvert sur votre sol et que vous allez refuser, on va installer un phénomène qu'on appelle Boko Haram, soit les djihadistes, pour s'accaparer simplement de la zone. Et les populations seront emmerdées tout le temps de résider sur cette zone-là. Bon, ça, c'est des spéculations. Je rebondis et appuyer ce qu'il dit. Parce que je prends le cas du Niger dont vous parlez tantôt, avec la traversée de l'uranium. Mais c'est quelque chose d'extrêmement dangereux. Vous imaginez sur le plan sécuritaire qu'un convoi comme ça soit attaqué, sachant que dans la sous-région, là, on a tous les délinquants là, en brousse qui sont à la recherche de ce genre de trucs, de substances pour fabriquer des bombes et autres. Mais c'est extrêmement dangereux. Et d'autre part, il y a ce côté économique qui ne me semble pas souvent fixé par nos chefs d'État. Oui. Vous voulez traverser mon pays, en voilà les conséquences. Sur le plan militaire, voilà ce que ça va engendrer. Sur le plan économique, voilà ce que ça peut me rapporter. Les chefs d'État africains, le politique ne décide pas de cette manière. Il y a des accords de coopération, l'accord par exemple de libre-échange, la circulation des personnes et des biens entre l'espace CEDEAO par exemple, oblige le Bénin à coopérer avec le Niger, si je ne me trompe pas. Alors, on va donc laisser cet aspect des choses, les organisations sous-régionales africaines et même les banques, que ce soit en Afrique de l'Ouest, l'UEMOA et puis la CEMAC au niveau de l'Afrique centrale, qu'est-ce qu'ils en disent? Moi, jusqu'à là, j'ai entendu personne dire un mot. Franchement. C'est la preuve que les citoyens s'alarment pour rien. Non, les citoyens ne s'alarment pas pour rien. En fait, plus les citoyens s'alarment, plus ça réveille le politique. Quand des mouvements comme celui de mon frère là, c'est là pour dire non au franc CFA, mais le politique comme ça, les gens réfléchissent. Tout dernièrement, il y en a qui ont dit que le franc CFA se portait bien parce que le mouvement commençait déjà pas à envoyer des coups de sommation qui les empêchent de dormir la nuit. En fait, vous ne voyez pas que vous faites beaucoup plus de bruit, puisque c'est vrai, c'est un aspect économique, mais les institutions bancaires ne s'en préoccupent point. Ils s'en préoccupent parce que chaque fois, nous avons essayé de tester le base. Nous essayons toujours d'envoyer des signaux électriques dans l'espace pour tester le base. Et chaque fois que nous émettons des signaux, ils réagissent. Ça, c'est le mouvement non au franc CFA. Je parle par exemple de la carte à $1 milliard. Quand on prend la carte à $1 milliard, ça ne préoccupe pas les institutions financières en Afrique. Ça ne préoccupe pas, mais ils décident. Et quand on prend par exemple une institution qu'on appelle la CEDEAO, quand la Banque mondiale dit c'est bleu, ils apprécient, ils disent c'est bleu. Quand je me réfère simplement par exemple à la décision qui demande de réduire les naissances, le président en exercice de la CEDEAO, il a soutenu cette décision. Il a dit bientôt la CEDEAO va appliquer une loi pour qu'on réduise les naissances dans l'espace CEDEAO. C'est leur manière de suivre. Ils n'ont rien à dire, ils n'ont rien à imposer. C'est quand même objectif à ce niveau-là. C'est pas objectif. Oui, mais les naissances, lorsque vous n'arrivez pas à en prendre soin, c'est pas la peine. Non, mais on n'a pas besoin, par exemple, à vous, de vous dire aujourd'hui, face au coût de la vie,
le nombre d'enfants que vous devriez avoir. Vous-même, vous savez logiquement le nombre d'enfants que vous devriez avoir pour subvenir à leurs besoins. Puisqu'on sait que 80% de la population est analphabète, il vaut mieux légiférer en la matière. C'est une manière de ne pas se préoccuper des réels problèmes de développement, d'amuser le peuple. C'est une manière d'amuser le peuple. Ça vous frustre aussi, Ça, cette réaction-là? C'est un débat sur lequel, même dans ma tombe, je ne serai jamais d'accord. Je ne suis jamais d'accord parce que la Chine, avec son 1,3 milliard, ça n'a pas empêché le développement de la Chine. Au contraire, il y a disons, la croissance démographique a contribué quelque part au développement de la Chine. Parce qu'eux, ils travaillent. Écoutez, ouais, des pays comme le Canada aujourd'hui, ils réclament la main-d'œuvre. Cette main-d'œuvre-là, c'est pas les machines, hein, c'est des hommes. Vous pensez que ça va quitter l'Afrique? Des populations mal formées? Non. Aujourd'hui, ils ouvrent la porte pour tous les migrants. Et parmi tous les migrants sont quand même pas des illettrés. Il y a des gens qui ont des compétences. Et puis, écoutez, moi, je n'aime pas les débats intellectuellement corrects. Je suis un homme de terrain, moi. Quand vous sortez dans Cotonou, là, le menuisier, vous voyez parfois des menuisiers qui n'ont jamais fait une école de menuiserie, mais qui font du meuble mieux que quelqu'un qui a été, je ne sais pas, dans une université. Vous rentrez chez moi au nord, d'où je suis, vous voyez par exemple des femmes qui n'ont jamais mis pied à l'école, mais qui vous parlent couramment français. Il y a des gens il y en a même qui n'ont jamais fait des auto-écoles, c'est ça, je ne le conseille pas, mais qui conduisent dans les campagnes là-bas. Qu'on arrête de nous prendre pour des idiots. Les Africains savent ce qui est bon pour eux. Et ils savent quand est-ce qu'il faudra le faire. Cette carte-là, je dis bien, elle n'est pas mauvaise. Mais déjà, ils ne viennent pas avec le milliard, ils ne viennent qu'avec 200 millions. Et ils viennent nous dire compenser. Revenons à nos... Moi, je voudrais que ça dit toucher à un point qui est très important et qui concerne, disons, ceux-là qui aujourd'hui sont parvenus. Je prends le cas d'Aliko Dangote, qui aujourd'hui dit, ne perdons pas du temps, allons à l'industrialisation. Il crée un truc pour la tomate, une usine. Il va dire, ah, écoutez, tout le temps on achète du pétrole, le pétrole sort de notre sol. Le pétrole, c'est nous dormons dessus tous les jours. Comment se fait-il que je vais à la pompe et j'achète le pétrole cher? Il réfléchit, il se rend compte que le pétrole quitte ici à un prix A, va là-bas, est traité à un prix B, revenu, vendu à un prix C. Il s'est dit, mais il y a un problème. Qu'est-ce qui se passe? Il se rend compte au fait que sur le sol africain, il y a peu d'industrie de raffinage du pétrole. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il dit, bon, moi, je pense sur moi, j'ai de l'argent, je vais faire raffiner le pétrole nigérien au Nigeria. Ah, vous avez vu tout le Total et tous ces Exxon, tout le monde a commencé par crier. Mais il a tenu bon. Et l'usine est en construction actuellement. Grâce à qui? Grâce à la volonté politique. Si le président Bouhari n'avait pas pris celui de dire, mon frère, je suis d'accord, amène le document, je le signe, c'est bon, installez-moi l'usine. L'usine là n'aurait jamais vu naissance. La plupart des présidents africains ne comprennent pas ça. Ils attaquent les opérateurs économiques nationaux. Ils comprennent. Ils sont liés par des choses dont je n'évoque pas les noms ici. Ils sont liés. Ils ont les mains, les pieds et mains liés par des accords qu'ils ont signés pour des raisons. Je prends un cas. Je vous donne encore un exemple. Quelqu'un qui va aux élections présidentielles, on les voit souvent prendre des avions, ils sont en Occident. Ils vont chercher quoi là-bas? Le pouvoir est là-bas. C'est les Occidentaux qui votent à notre place. Ils vont ici des accords pas possibles pour qu'ils les lient après et qui les empêchent de travailler. Quand ils sont sur le terrain, qu'ils ont gagné les élections, le gars qui lui a dit là-bas, moi je te donne 500 millions de dollars, parce qu'en retour, bon, quand tu seras là-bas, le pétrole de ces mains, je reviens. Il ne peut pas dénier l'accord qu'il a signé. Voilà des choses qui sont cachées et que les populations dans nos rues ne comprennent pas. Il va falloir, comme il a dit, aller dans ce mouvement-là de trouver des jeunes, des patriotes qui ne sont pas liés à ces genres de protocoles d'accord et qui ont le souci et le bien-être de leur nation. Est-ce que ça va arriver un jour? Nous y sommes déjà. C'est pas un jour, nous y sommes. La preuve, si lui défend le franc CFA,
il défend s'il défend l'arrêt de cette monnaie-là, et moi, à un autre niveau, moi, je fais un autre combat aussi. Camille Seba, il fait son Seba, il fait aussi son combat. Nous devons maintenant aller vers une convergence. Mais cette convergence-là stipule pour moi que nous sachions qu'est-ce qu'il faut au plan politique, qu'est-ce qu'il faut au plan économique, comment gérer le social, le culturel, Regardez au Bénin ici. J'ai vu une émission la fois dernière où ils ont dit maintenant ça va être la fête à Vocanfou. C'est-à-dire le pain traditionnel béninois. Mais combien de gens étaient prêts à faire ça? Moi, dans quelques années, là, vous me voyez plus en costume. Hein. Je suis pas xénophobe. Je ne suis pas traditionnel, non. Vous irez donc à l'école du Burkina Faso? Ah non, j'y suis déjà. Très bien. Et très loin. Je vous ai fait, puisque aujourd'hui, c'est vrai, Aliko Dangote, ce n'est pas n'importe qui. Il porte une vision, une idéale que le peuple nigérien accompagne. Est-ce que vous pensez que l'Afrique regorge autant d'opérateurs économiques de cette envergure pour prendre au devant de ce genre de projet pour que ça puisse aboutir? C'est des moyens qu'il faut mobiliser. Je suis conscient que l'Afrique dispose de grandes capacités, de grandes compétences, mais que ces personnes même ne connaissent pas. Ces opérateurs économiques, par exemple, quand on prend le cas du Bénin, excusez-moi, quand on prend un monsieur qu'on appelle Samuel Dessous, Sébastien Adiavon, Patrice Talon, quand on prend ces gens, ils ne savent pas ce qu'ils doivent faire réellement pour le bonheur des populations. Ah bon? Quand on prend un monsieur qui est le magnat du coton, qui sait que la fibre de coton est transformée dans une industrie à Paris, mais qui a vécu pendant longtemps à Paris, il sait qu'il peut mettre en place au Bénin une industrie de transformation rapide du coton en textile. Il sait qu'il faut employer la main-d'œuvre étrangère pour ajouter les additifs chimiques au coton pour que le coton soit exploité dans les hôpitaux. Mais pourquoi il ne le met pas en place? Quand on prend un monsieur qu'on appelle Samuel Dessous, il sait qu'il a les moyens pour investir dans le développement économique de notre pays. Mais qu'est-ce qu'il fait avec ces moyens? Quand on prend un monsieur qu'on appelle Sébastien Adiavon, moi je crois, au lieu de se fâcher, c'est qu'il force les choses pour mettre en place de vrais centres de transformation agricole pour que sa production alimentaire monte et que les produits alimentaires ne soient plus importés, mais produits sur place. Il y a plusieurs personnes. La volonté politique ne vous favorise pas le terrain ferme. Non. Aujourd'hui, on a vu une volonté politique qui n'accompagne pas certaines décisions. On est d'accord. Mais il faut forcer. À force d'y forcer, on finit par y parvenir. On va sortir donc bientôt de cette émission. Qu'est-ce qu'on retient? Un pillage de l'Afrique en préparation avec ce projet-là, la carte à $1 milliard? La carte à $1 milliard, c'est le plus grand scandale qui n'a jamais existé, qui veut exister. Après la balkanisation de l'Afrique, c'est le plus grand scandale parce que les ressources, sans les ressources, vous ne pouvez pas vous développer. Faire tourner vos industries, soutenir la croissance économique, créer de l'emploi pour la jeunesse, les aspects sociaux du développement économique, tout ça veut être pillé au profit d'une puissance qui est la puissance occidentale. Hamzat Souleymane, est-ce que vous pensez que c'est une opportunité aujourd'hui pour l'Afrique? Moi, je dis que c'est une opportunité et non. C'est une opportunité d'une part parce que j'aurais souhaité que ce soit fait par les Africains et pour les Africains. Et nous en avons les moyens. Nous avons d'opérateurs économiques qui ont assez de moyens pour financer ce genre de projet. Ça, c'est la première chose. Je dis non parce que si nous devons verser dans ce que font nos politiques actuellement, je suis sûr que d'ici 5-10 ans, vous et moi, là, serons obligés de se chercher dans nos territoires s'il s'avérait que le Bénin devient un pays potentiel en gaz, pétrole et à ressources illimitées. Merci à vous, chers invités, d'avoir contribué donc à éclairer l'opinion publique sur la carte à $1 milliard de la Banque mondiale pour répertorier les ressources minières de l'Afrique. C'est une opportunité, mais à condition que les modes de gouvernance actuellement en vigueur sur le continent et en même temps le mécanisme de contrôle soient revus. À chacun et à tous, merci de nous avoir suivis. C'était votre émission Angle de vue et à très bientôt.